Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette table ronde. On a une trentaine de minutes devant nous, une grosse trentaine de minutes, et on va parler de risque cyber et d'assurance cyber. On sait le risque cyber est une préoccupation principale des entreprises aujourd'hui. C'est le risque numéro 1 à l'échelle mondiale en 2024. C'est aussi cette année l'un des sujets clés du WIN. Et donc on a aujourd'hui une menace qui est de plus en plus présente. Et face à ça, les entreprises elles doivent trouver des solutions. Et l'assurance cyber peut en faire partie. Et donc on va essayer de répondre pendant ces 30 minutes à la question est-ce que l'assurance cyber est une condition déjà nécessaire pour se protéger contre les risques cyber, et est-ce que c'est suffisant? Alors pour parler de ce sujet, je suis avec Denis Boyer, chargé de mission sensibilisation pour cybermalveillance.gouv.fr, Gaël Paillet, directeur conseil chez Inquest, Thomas Renaud, responsable développement courtage. Exactement, chez Stoic. Et Luc Vrignot, responsable sûreté et sécurité pour le groupe AMA. Je vais vous laisser peut-être vous présenter rapidement, on va faire un petit tour de table. Je vous laisse commencer, Denis. Bonjour à tous, donc Denis Boyer, chargé de mission de sensibilisation, comme tu l'as si bien dit, pour cybermalveillance.gouv.fr. C'est pas cybersurveillance, c'est bien cybermalveillance. En fait, on a trois publics, on s'adresse à trois publics que sont les particuliers, les professionnels de type TPE, PME et les collectivités territoriales. Donc on a vraiment un panel très large et on a trois missions. Une mission d'assistance immédiate pour les gens, pour les entités qui sont victimes de cybermalveillance. Donc on a des outils en ligne de diagnostic et tout ça. Une deuxième mission, et c'est important de le rappeler, c'est la prévention, c'est la sensibilisation. Et ça fait vraiment partie de notre ADN. Et une troisième mission qui est une mission d'observation du risque. Et il faut savoir que l'année dernière, on a eu beaucoup de gens qui sont venus chercher de l'assistance chez nous, environ 280 000 en 2023, dont 13 000 professionnels. Donc on arrive à peu près à catégoriser et savoir quelles sont les cybermalveillances qui les impactent le plus. Je m'appelle Gaël Paillet, je suis directeur conseil chez Inquest. Inquest, c'est une filiale du groupe Stellian. Et Inquest, son métier, c'est la gestion de crise, la réponse à incidents. On est la plateforme d'assistance pour les entreprises, les professionnels, pour les compagnies d'assurance. On traite à peu près 1 millier d'incidents par an, dont 20% environ de ransomware. On fait aussi de la prévention et du conseil pour justement faire assurer les personnes. Bonjour à tous, donc Thomas Renaud, moi je suis responsable développement courtage au sein de Stoic, et le métier de Stoic c'est justement de faire de l'assurance cyber. On a créé une solution qui vient embarquer non pas simplement un contrat d'assurance mais des outils de prévention qui sont associés à ce contrat d'assurance. On en parlera, la prévention est vraiment un enjeu clé. Et aujourd'hui, on couvre à peu près 3500 ETI et PME sur le marché français. Et moi, je suis Luc Vrignot, je suis responsable de la sûreté et de la sécurité du groupe AMA. Donc, le groupe AMA est constitué du groupe Massif, du groupe Abeille, du groupe Aesio et du groupe OFI. Et j'ai en charge les sujets de lutte antifraude, de sûreté, de sécurité et la gestion de crise. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, messieurs. Pour introduire le sujet peut-être et qu'on comprenne bien de quoi on parle aujourd'hui, Denis, vous qui avez une vision assez claire à travers votre mission, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quoi on parle quand on parle de risque cyber et comment ça a évolué peut-être aussi sur ces dernières années? Alors le risque cyber, c'est quelque chose qui est vraiment très large. Nous, par rapport à tout ce qui est TPE, PME et ETI, on a catégorisé, on fait un top 10. Donc je vous parlais un peu de toutes ces demandes d'assistance. En premier lieu, pour faire un état des lieux des menaces vraiment prédominantes, la première menace pour les professionnels, c'est la même que pour les particuliers, c'est l'hameçonnage, le phishing. C'est souvent l'hameçon qui va permettre aux cybercriminels d'aller plus loin. La deuxième, ça va être le piratage. C'est souvent le corollaire. La troisième, ça va être le rançongiciel. On en a parlé tout à l'heure, qui impacte énormément le tissu entrepreneurial. La quatrième, ça va être le faux ordre de virement. Et ça fait des ravages. C'est plus 63% entre 2022 et 2023 pour les professionnels. Et la dernière, ça va être tout ce qui est indisponibilité. On va parler d'attaques en déni de service, donc le DDoS, et les défigurations qui mettent à plat les sites web et qui ne permettent pas
aux entreprises de pouvoir avoir leurs clients sur leur plateforme. Donc ça, c'est vraiment les 5 menaces prédominantes pour les TPE, PME, ETI. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que ce sont des menaces qui ont toujours été présentes, pour la plupart d'entre elles. La plus vieille d'entre elles, le phishing, c'est pas nouveau. En 2000, ça existait déjà. La différence, c'est qu'en 2024, il est perfectionné et il atteint non seulement les messageries, mais également tout ce qui est SMS. Donc, les fraudeurs, ils ont l'habitude de varier les outils et de s'adapter aux usages numériques. Ce que l'on voit par contre, c'est qu'il y a une massification. En fait, tous les outils, ces kits, qui avant étaient faits par un certain nombre, on va dire des happy few, maintenant c'est quelque chose, il y a une forme d'évolution vers le bas. Ça devient accessible à la moyenne délinquance et à la petite délinquance avec des kits qui sont déjà tout faits. Donc on a une massification, on a une diversité et une sophistication qui découle de tout ça. Merci beaucoup, c'était très, très clair. Luc, peut-être pour donner une vision, on va dire entreprise, comment les risques cyber, ils affectent justement aujourd'hui les entreprises? Alors, tout ce qui a été dit sur les techniques, on les subit tous les jours. Au moment où je vous parle, on est cyberattaqué. L'avantage de grands groupes, c'est qu'en général, ils investissent sur des solutions qui sont censées les protéger. Donc, on va très rarement en gestion de crise. Mais tous les jours, on subit des nids de service, vous l'avez dit, qui font en cumulé que ces 5 minutes que vous ne voyez pas, en fin d'année, elles font plus de 10 heures cumulées. Alors, ça touche principalement la chaîne de valeur. Et puis, vous n'en avez pas parlé, il y a aussi toutes les cyberattaques qu'on subit de nos tiers. Donc, il y a un tiers que vous connaissez très bien, qui s'appelle Viamedis et Almeris. Il n'y a pas longtemps, vous avez, pour la plupart, fait l'objet d'une violation de données, 33 millions de données qui sont parties dans la nature. On fait de l'assurance santé, on s'appuie sur ces solutions-là, donc plusieurs millions de données de santé de nos sociétaires sont parties dans la nature. Donc en fait, il y a un vrai enjeu de chaîne de valeur. Et je pense que c'est ça le sujet qu'il va falloir retenir, c'est que les cyber-risques, ils impactent votre chaîne de valeur. Merci beaucoup. Thomas, face à cette menace grandissante, quel va être le rôle de l'assurance cyber? Comment ça fonctionne en fait? Peut-être pour faire un peu de pédagogie, comme on le fait auprès de tous les dirigeants d'entreprise qu'on accompagne par nos courtiers, on aime bien dire qu'il y a 3 piliers dans cette notion d'assurance cyber. Le premier pilier, il fait le lien directement avec l'équipe de Gaël, qui est ce pilier de gestion de crise, de réponse à un incident elle-même. Des groupes comme celui de Luc sont dimensionnés pour savoir gérer ce type d'incident de sécurité, même si encore une fois, ils savent s'appuyer sur l'externalisation. Les PME et les ETI sont très souvent démunis. Donc le premier rôle du contrat, c'est de pouvoir garantir que des vrais spécialistes puissent intervenir sur la crise et la refermer le plus rapidement possible. Le deuxième pilier, ça va être du dommage financier, et on aime bien ramener ce risque cyber à un risque de dommage, ce qui est oublié par beaucoup de dirigeants d'entreprise. Souvent, la cyberattaque va interrompre l'activité ou la freiner drastiquement, et donc impacter le compte d'exploitation, la marge courante de l'activité. Donc c'est simplement du dommage financier, mais c'est pas si anecdotique que ça, puisque c'est 80% de ce qu'indemnisent les assureurs cyber chaque année. Donc on est vraiment au cœur de l'enjeu de survie d'entreprise pour des PME et des ETI. Troisième pilier, il est un petit peu plus long terme, on a parlé de Viamedis juste avant, mais c'est toutes les notions de responsabilité civile liées à une fuite de données, une transmission de virus pour des attaques par rebond. Donc c'est un petit peu la queue de comète de ces sinistres cyber qui vont cette fois-ci entraîner des réclamations en dommages et intérêts pour les entreprises concernées. Ça, c'est la vision un peu traditionnelle du contrat de l'assurance cyber, et j'ai envie de dire par rapport au thème d'aujourd'hui que nous, on y rajoutait le fait qu'un contrat tout seul était très insuffisant, mais qu'il fallait y rajouter des briques de prévention et des briques d'accompagnement sur le long terme, mais on en parlera tout à l'heure, je pense. Oui, merci beaucoup. Luc, par rapport à cette assurance cyber, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, pour parler du thème pour lequel on est là aujourd'hui, est-ce que l'assurance cyber, c'est suffisant, entre guillemets, pour une entreprise, pour une TPE, PME, pour se protéger contre les risques cyber? Alors, lorsqu'on a préparé, j'avais été un peu cash, j'avais dit la cyberassurance, ça ne sert à rien. L'assurance, c'est comme pour votre voiture. Si vous n'avez pas le permis de conduire, l'assurance, ça ne va pas faire grand-chose. Donc c'est la même chose pour un dirigeant de TPE, PME. Il lui faut un permis de conduire cyber. Et donc la cyberassurance, elle ne sert que si vous avez un certain nombre de prérequis. Donc je vais laisser parler mes collègues sur les prérequis. Mais c'est une question de maturité.
Ce qu'on voit la plupart du temps avec les dirigeants de TPE, PME, c'est que quand je leur pose la question, c'est quoi ce que moi j'appelle le business minimum viable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de l'importance et comment vous le protégez, la plupart du temps, on n'a pas la réponse. Et dans les approches de risque, il y a souvent une réponse qui est de dire bah, je ne sais pas, je vais prendre une assurance, ça me sauvera peut-être. Mais ce n'est pas le bon sujet. Voilà, donc je vais laisser mes camarades expliquer ce qui se cache derrière tout ça, puis moi je vous redonnerai d'autres avis après. Parce qu'il y a aussi une responsabilité pénale du dirigeant. Alors moi je dis souvent, la cyberassurance c'est bien, mais ça ne vous sauvera pas votre poste. On va aussi en reparler après. Bah Gaël, justement sur ces prérequis. Alors en fait, la démarche assurantielle, c'est une démarche vertueuse. Les assurances, telles que Stoic, ne vont pas prendre votre risque. C'est le jargon qu'on utilise. Ils ne vont pas vouloir vous assurer si c'est trop risqué. Donc vous allez me dire, ok, donc si c'est pas risqué, il m'assure, donc je dois donner de l'argent à quelque chose qui n'est pas risqué. Non, de toute façon, vous allez vous faire attaquer et vous risquez d'avoir des dégâts. Donc il y a une double démarche, une démarche pour devenir assurable, c'est une démarche d'élévation de son niveau de maturité cyber. C'est-à-dire qu'on va devoir faire de la sensibilisation de ses employés. On va devoir gérer ses sous-traitants, savoir si eux-mêmes sont protégés d'un point de vue cybersécurité. On va devoir mettre en place des mesures basiques, la double authentification, déployer un EDR, faire une segmentation de réseau, durcir son annuaire d'entreprise. Tout un tas de mesures. Et Stoic, comme d'autres sociétés d'assurance, vont exiger de vous un niveau minimal avant de vous assurer. Et le montant de la prime que vous allez payer va dépendre du risque que vous allez faire courir à votre système d'information. Alors, Thomas a indiqué qu'il y avait une certaine prise en compte d'une réponse incident, c'est ce que nous on fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que notre travail et le travail des partenaires, c'est un travail qui coûte cher. Une gestion de crise, même si ça ne dure pas longtemps, ça peut durer 1 mois. Donc vous n'avez pas travaillé, mais surtout ça va vous coûter entre 200 et 300 000 euros. Et ces 200 et 300 000 euros sont aussi pris en compte par les assurances, ce qui est important à savoir. Parce que si vous n'êtes pas assuré, mais ces 200 300 000 euros, vous avez beau essayer de ne pas les payer, de toute façon, il faut se faire aider de professionnels, et ces professionnels coûtent cher. C'est pour ça qu'on a besoin des universités, c'est pour ça qu'on a besoin de formation pour arriver à ce que dans l'assurance et dans la cybersécurité, on ait des gens, des professionnels qui puissent aider tout le monde à s'élever dans la maturité cyber et aussi à se protéger. Merci beaucoup. Thomas, vous, côté assurance, justement, comment on travaille sur l'assurabilité des entreprises? Comment vous approchez ce sujet chez Stoic? Alors, on en parlait juste avant avec Gaël en off, mais c'est vraiment notre ADN pour le coup de faire ce travail d'accompagnement parfois de moyen ou de long terme auprès des ETI et PME qu'on couvre. On aime bien dire que souvent le premier prérequis, c'est que le dirigeant comprenne quel est son niveau de sécurité à date. La difficulté pour un dirigeant, c'est déjà de savoir d'où il part et de l'amener progressivement vers ce qu'on peut appeler l'assurabilité, qui varie quand même d'une compagnie d'assurance à l'autre. On aime bien les prendre au commencement, pour le coup, puisque ça permet de réécrire la roadmap à leur côté, avec les équipes DSI également côté client. Et les fondamentaux, je pense que Gaël les a balayés, c'est comment on arrive à durcir quelques fondamentaux d'accès à distance, de qualité des sauvegardes, de durcissement interne aussi, pour que l'attaquant qui mette le pied dans l'entreprise ne puisse pas accéder à la salle au trésor en quelques minutes. Et c'est ces chantiers-là qu'on va faire main dans la main avec deux univers qui communiquent peu. Celui de l'assurance, qui est centré sur sa gestion du risque et son évaluation de ce risque-là, et les techniciens, l'univers informatique, celui de la sécurité. Nous, notre ADN, c'est de les réunir toujours dans la prise de décision autour de l'assurance cyber, pour qu'il n'y ait plus de discussions en chambre, mais qu'elles aient vraiment lieu à livre ouvert. Oui, en quelque sorte, pour reprendre l'excellente image, métaphore de Luc, on est une auto-école. On va apprendre aux chefs d'entreprise à conduire leur entreprise dans un univers qui est impitoyable. Vous avez entendu les chiffres indiqués par Denis, 283 000 appels, 13 000 entreprises, c'est considérable. Donc la prévention routière, l'auto-école, pour qu'on ait ce permis de conduire cyber qui est absolument indispensable et qui devrait être indispensable pour tous les chefs d'entreprise, devenir conscients que leur entreprise, ils ne peuvent la conduire
sur le long terme que s'ils ont pris en compte la dimension cybersécurité et cyber-résilience. Merci beaucoup. Donc on comprend bien qu'il y a quand même un vrai sujet de prérequis techniques, de minimum technique à atteindre pour les entreprises avant d'être assurable. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu du sujet plus humain et tout ce qui tourne autour de la sensibilisation à la fois des employés, des dirigeants, vous en parliez. Denis, peut-être là-dessus, comment vous accompagnez les entreprises sur ce sujet-là? Alors sur la partie sensibilisation, chez cybermalveillance.gouv.fr, on a des gros créateurs de contenu. On en a plus de 500 en ligne sur notre site et on aborde la cyber de manière pratique et non technique. Parce que souvent, quand on parle cyber, on dit « Ah bah oui, mais ça c'est un truc, c'est pas mon métier, il y a des freins. » On dit « La cyber, j'y comprends rien, la cyber, j'ai pas le budget, la cyber, c'est pas mon métier, la cyber, pourquoi faire ?» C'est les 4 freins, souvent, qui vont faire qu'une entreprise ne va pas adopter des solutions de cybersécurité. Donc nous, on essaye vraiment de le faire par le biais de cette documentation, par une sensibilisation en ligne qui s'appelle SensCyber, qui est accessible à tous, donc est gratuite. Et on essaie de sensibiliser du collaborateur au dirigeant. En fait, c'est un effort collectif. Si un dirigeant n'est pas convaincu de la sensibilisation, il aura le mauvais usage, alors que c'est quelqu'un qui peut être impacté, voire ciblé sur des attaques. Donc la sensibilisation, elle doit avoir lieu dans le milieu professionnel, au niveau personnel. On doit avoir le bon comportement chez soi et au boulot, et ne pas mélanger les usages. Ça, c'est la première des choses. En fait, moi j'aime bien l'image de l'auto-école. L'auto-école est là pour vous donner, pour permettre de construire un peu sa sécurité. Donc on va travailler dans le technique, dans l'organisationnel et l'humain. Et c'est indissociable. Si on est sensibilisé, mais qu'on n'a pas déployé des outils techniques au sein de son organisation, ça ne va pas marcher. Si on n'a pas une bonne gestion des accès, ça ne va pas marcher. En tout état de cause, le premier constat qu'il faut faire, avant de commencer sa sensibilisation, c'est de se dire qu'on n'est pas meilleur que les autres. D'une manière ou d'une autre, je ne vais pas vous dire « vous allez être victime », mais je vous dirais « acceptez le fait de pouvoir être victime et de mettre des choses en place pour pouvoir repartir avec vos sauvegardes et de pouvoir reconstruire et de vous remettre en ligne et de vous remettre à flot. » En fait, il faut prévoir en amont tout ce qu'il faut, le kit, et le kit, ça va passer par de la sauvegarde, ça va passer par des mesures organisationnelles et un certain nombre de choses à déployer pour pouvoir être assurable. Gaël, sur ce volet sensibilisation, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être? Ce qui serait bien, c'est que tout le monde vive, pas pour de vrai, une simulation d'une véritable crise. En fait, c'est un tsunami. Alors, plusieurs d'entre nous, moi j'en ai vécu quelques-unes, pas impacté directement, mais même c'est vraiment quelque chose qui terrasse n'importe quelle entreprise si elle n'est pas préparée. Donc il faudrait que l'on comprenne qu'il faut véritablement s'y préparer. Pour moi, c'est arriver à convaincre tout le monde, c'est aussi leur montrer les impacts que ça peut avoir. Très souvent, peut-être que Thomas pourra m'en parler, mais quand on a une entreprise dont un fournisseur s'est fait hacker, dont un concurrent s'est fait pirater, c'est beaucoup plus simple de lui dire il va falloir former les utilisateurs, se préparer à une gestion de crise, mettre en place un certain nombre de mesures. Parce que tant qu'il n'a pas cet élément en tête, il pense que personne ne va s'intéresser à une menuiserie dans les Vosges. Mais pourquoi il s'attaquerait à moi? En fait, il n'y a pas de raison particulière. C'est l'appât du gain et le vol des données tel que le disait Luc. Luc, justement, vous, sur ce sujet-là, on sait que le facteur humain, c'est quand même la porte d'entrée dans une entreprise comme le groupe AMA, par exemple. Comment on sensibilise en interne sur ce sujet-là? Alors, moi, je pense qu'on ne sensibilise pas un directeur général et pas un DAF de la même façon qu'un collaborateur. Donc, en fait, on a la stratégie du maillon fort, nous, c'est les sensibiliser pour qu'ils répondent au bon moment, au bon endroit. Vous avez parlé des exercices de crise, donc nous on fait toutes les techniques du faux phishing, de la sensibilisation de gestion de crise. Et malgré tout ça, il y a quelques mois, il y a en fait une statistique qui est sortie sur les directeurs patrons de PME qui disaient qu'ils étaient confiants à 60% dans leurs équipes IT et leurs prestataires pour répondre en cas d'incident cyber. On a posé la même question à leurs équipes IT qui ont dit qu'ils n'étaient plus que 45% confiants pour résoudre le problème cyber. Donc on voit bien que la sensibilisation, c'est un sujet,
mais qu'il y a aussi une réalité de terrain et des sujets d'investissement. Donc moi, j'ai toujours tendance à sensibiliser les patrons de TPE, PME en leur disant vous voulez garder votre poste, vous voulez garder votre entreprise, libérez de la capacité, libérez du budget. Vous ne savez pas faire, faites-vous accompagner. Et la sensibilisation, c'est tous ces pavés différents parce qu'on ne va pas tous réagir de la même façon et on n'a pas tous les mêmes droits d'accès au système d'information. Et en fait, c'est une vraie problématique. Alors ça demande du temps, ça demande de l'argent et ça demande surtout d'être très pertinent. Peut-être qu'un patron de TPE, PME, ce qui est important chez lui, c'est son hachoir. C'est sa machine à peser. Évidemment, sur un grand groupe d'assurance, ce n'est pas ça le sujet. Et donc la sensibilisation, elle doit se faire par rapport au contexte. Peut-être juste un dernier élément à rajouter là-dessus, parce que Gaël évoquait cet exercice de simulation de crise ou d'arriver à partager cette expérience de la crise réelle auprès d'un dirigeant. Ça fait lien avec un sujet qui est central pour nous, qui est la quantification du risque cyber pour un dirigeant. À quoi ça sert l'assurance cyber? On n'en a pas conscience si on ne voit pas l'impact métier qu'aura la cyberattaque sur sa PME, son ETI. Et quand on parle d'impact métier, c'est des lignes de production qui s'arrêtent, c'est des commandes qu'on ne peut plus expédier, c'est une comptabilité qu'on n'arrive plus à suivre. C'est aussi concret que ça. Ça l'est en général pour les DSI qui sont en prise directe sur ces outils métiers. Ça l'est pas toujours dans l'esprit du dirigeant ou d'un codir qui a du mal à voir en quoi l'informatique est venue impacter 100% de ces processus métiers dans l'immense majorité des secteurs d'activité. Oui, et chez InQuest, on a vécu des débuts d'agonie d'entreprises dans la distribution textile, dans la menuiserie aluminium, des entreprises qu'on a aidées, ils se sont arrêtés pendant 3 mois. Au bout de ces 3 mois, ils ont commencé à redémarrer. Le problème, c'est qu'ils avaient, même s'ils étaient bien assurés, ils avaient moins de cash. Pourquoi? Parce que leurs clients, forcément, étaient allés s'approvisionner ailleurs. Un client, d'abord, quand on se fait attaquer, quand on est une entreprise, les clients ont toujours peur qu'il y ait un impact, ce qui arrive quand même relativement souvent. Et c'est pas un impact sur leur système d'information. Est-ce qu'il y a un virus, entre guillemets, qui va se propager? Est-ce qu'il y a un pirate qui va revenir chez moi? Mais c'est surtout, il me fournit quelque chose, je lui achète, mais il ne va pas pouvoir me l'envoyer si j'ai plus d'informatique. Comment va-t-il faire? Donc ils vont aller chercher d'autres fournisseurs. Et puis ils vont nouer une relation. Puis toutes les commandes qui devaient arriver, elles ne vont pas arriver. Et donc il y a un effet retard. Alors il y a des chiffres, on dit que c'est une entreprise sur 3 ayant eu une attaque rançongiciel d'ampleur dépose le bilan. Je ne sais pas comment c'est calculé ça parce qu'on n'a pas les chiffres réels, mais j'ai beaucoup d'exemples réels d'entreprises qui ont déposé le bilan, pas tout de suite après l'attaque, mais 6 mois après, 9 mois après. Il y a une grande enseigne de magasins de mode féminine qui s'est fait hacker il y a 2 ans, et 6 mois après, elle déposait le bilan. Donc ça, c'est bien, mais si moi je vends des vêtements, je peux me dire, ah oui, ça peut m'arriver. Mais si je fais une autre activité, du service, donc c'est aussi de répéter que les impacts peuvent être sur tous les éléments d'une société, d'une économie. Et c'est pour ça qu'il y a des réglementations qui arrivent pour demander aux entreprises sur des domaines d'activité particuliers de devenir plus résilients, plus sécurisés. Mais il y a encore un petit peu de chemin. C'est la réglementation NIS 2. Et pour les banques et assurances, c'est la réglementation DORA. Enfin, c'est une directive NIS 2, c'est une réglementation DORA. Ça, c'est bien, mais il manque encore peut-être un petit peu de pédagogie pour qu'on comprenne que ce n'est pas simplement une norme, mais c'est vraiment pour protéger. On peut reprendre le RGPD qui date de mai 2018. Tout le monde s'en foutait. Et puis, on a eu des amendes de la CNIL, ok, mais c'était trop gros, ça ne nous regarde pas. Mais là, maintenant, on a des exfiltrations de données. Ça dépasse en nombre chez nous les vrais ransomware qui chiffrent un système d'information. Et les exfiltrations de données, tu as indiqué via Médis à Médis, mais ça a un impact réel. Et on se dit, ah, si j'avais suivi le RGPD, j'aurais chiffré, j'aurais protégé beaucoup mieux les données dont j'avais la responsabilité. Et donc,
Mais ça, 2018-2024, ça fait 6 ans. Et donc ça met vraiment du temps. Donc mon message, c'est partir tout de suite. Enfin, démarrer tout de suite, pardon. Démarrer tout de suite cet effort si on ne l'a pas commencé. Merci beaucoup. On a vu donc, toute la partie prérequis techniques, etc., la partie sensibilisation humaine. Et comme vous le disiez, même si on fait tout bien, le risque zéro, il n'existe pas hein, quand on parle de cybersécurité. Comment on accompagne en fait les entreprises alors, dans la gestion de crise et quand la crise intervient, voilà, comment on gère ça Denis, peut-être pour commencer. Alors, première des choses, en fait, il faut être bien accompagné. Souvent, le problème, les chefs d'entreprise sont conscients qu'il va falloir un moment ou un autre qu'ils agissent sur différents segments. Alors, j'aimerais qu'ils soient encore plus conscients. Là, on a une enquête qui va sortir sur la maturité des entreprises. Savoir qu'il y en a, sur un panel de 500 entreprises, il y en a 62% qui disent qu'en fait, ils ne seront pas impactés par ce genre de choses. Et il y en a 78% qui disent que si jamais ils avaient un problème, une cyberattaque, ils ne sauraient pas comment faire. Donc déjà d'emblée, il y a un problème. Il y a un problème d'équipement. 7 sur 10 consacrent 2000 € à leur budget cybersécurité. Il n'y en a que 10% d'entre eux qui pensent l'augmenter. Donc déjà, à la base, on n'est pas bon. Donc ce qu'il va falloir, donc il y a ce côté conscientisation, de se dire qu'effectivement, si on n'est déjà pas bien, parce que quand on dit qu'une entreprise sur 3, 2 sur 3, tout ça c'est du chiffre, mais en attendant une entreprise qui n'est pas bien ou qui est à la limite de décrocher, si jamais elle a une attaque, là pour le coup, ça risque d'être le coup de grâce et c'est ce qui va faire qu'elle va fondre les plombs. Donc elle doit être accompagnée. Accompagnée par qui ? Eh bien par quelqu'un dont c'est le métier. Nous, chez cybermalveillance.gouv.fr, on a mis en place une labellisation expert cyber de gens qui vont pouvoir travailler dans tous ces domaines et accompagner. Et surtout, ils vont pouvoir conseiller de dire par quoi je dois commencer. Souvent, le plus dur, c'est le début. On ne peut pas taper dans les différents registres comme ça, n'importe comment. On doit prioriser. Donc on doit faire un inventaire de ses actifs. Qu'est-ce qui doit être protégé en priorité ? Ce qui est bien sûr les recettes de fabrique, mais c'est également ce à quoi je dois accéder tout le temps. On va penser plan de sauvegarde et on va construire son plan de continuité et de reprise d'activité qui est indispensable. Souvent, on a l'impression que c'est une espèce de notice qui ne sert à rien. Eh bien, le jour où on a besoin de l'activer, eh bien, tout est prêt et on est prêt à avoir les bons réflexes dès le début, à gérer la crise dans le but d'en sortir. Donc c'est ça, c'est l'accompagnement. Nous, on le fait par ce dispositif expert cyber. Et je sais qu'au niveau des assurances, au niveau de certaines sociétés dont on a pu parler tout à l'heure, il y a un savoir-faire, donc il faut se baser là-dessus. Mais d'emblée, il faut arriver à attraper le dirigeant et lui dire non, maintenant, tu es obligé, tous tes outils, que ce soit ton hachoir ou ce genre de choses, eh bien, tu as des usages numériques, il n'y a pas que ton hachoir dans la vie. Il y a tout ton carnet de commandes, il y a tous tes clients, il y a comment tu vas faire le suivi de la relation client, et tu vas avoir besoin aussi d'être visible en ligne, d'être accessible et de pouvoir répondre à des problématiques et des commandes. Merci Gaël, vous c'est votre cœur de métier, hein, la gestion de crise. Donc, Oui, d'ailleurs on a le label Expert Cyber, alors on n'est pas les seuls. Sur Niort et sa région, il y a beaucoup d'entreprises. Vous pouvez prendre une entreprise locale, hein, c'est pas interdit, vous pouvez aussi prendre des entreprises nationales. InQuest, on a la chance de faire partie d'un groupe qui est présent partout en France, c'est pour ça qu'on a des implantations notamment à côté de Niort. Mais il faut se faire aider de professionnels. Alors je prêche pour ma paroisse, mais il faut aussi demander aux autres comment ils ont fait. Aller dans des syndicats, des chambres, et je précède Luc. faut demander conseil tout le temps à ceux qui ont déjà vécu des crises et qui savent ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des priorités aussi, on en parlait Thomas, on ne peut pas tout faire, ça coûte cher, et surtout ça prend du temps. Et quand on est chef d'entreprise, on a autre chose à faire. Donc là, il faut dégager une petite partie de budget et puis se rendre compte que ça ne suffira pas et petit à petit démarrer. Donc démarrer, entamer cette progression. Gestion de crise, il faut appeler un numéro, il faut tomber sur un professionnel par cybermalveillance.gouv.fr, par les assurances telles que Stoic ou par des compagnies qui ont des abonnements qui permettent d'intervenir très rapidement et qui sauront vous aider et puis qui sauront vous préparer aussi. Justement, côté assurance, vous êtes un point de contact privilégié quand il y a une crise. Comment vous adressez ce sujet-là chez Stoic ?
Moi, je rebondirais sur ce que disait Gaël, sur l'importance de cette équipe de réponse à incident. Hein. Nous, on a fait le choix de l'internalisation de cette équipe de réponse à incident pour être en prise directe sur le portefeuille de nos assurés. Ça fait une grosse différence au moment de la crise d'avoir des vrais professionnels par rapport à une gestion chaotique d'une PME qui va tâtonner pendant les premiers jours pour trouver des interlocuteurs capables de faire ce travail de gestion de crise. Et il faut briser un tabou, c'est que le partenaire du quotidien, l'infogérant du quotidien, n'est pas toujours en capacité de pouvoir répondre au moment de cette crise cyber. Il sera une partie prenante centrale au moment de la crise parce qu'il connaît mieux que quiconque l'entreprise concernée, mais il aura tout intérêt à s'appuyer sur des vrais experts qui ont une certaine expérience, ce métier-là a à peu près 15 ans en France de gestion de crise cyber, une certaine expérience de ces crises-là. Dernier point, ce n'est pas simplement une crise technique. Ce serait recentrer trop le sujet, c'est souvent une crise de communication et il y a vraiment un enjeu pour que ces professionnels sachent aussi dire aux dirigeants ce qui mérite d'être partagé et comment, et ce qui mérite d'être gardé sous embargo pendant quelques jours pendant la crise. Et c'est aussi un sujet réglementaire et maintenant juridique, puisqu'on a des délais de dépôt de plainte, on a des engagements RGPD et CNIL à respecter au moment de cette crise cyber. Donc il faut dézoomer. Pour un dirigeant et pour un codir, c'est une crise beaucoup plus large qu'une simple crise technique et ça mérite d'avoir des professionnels en chef d'orchestre pour dormir un peu mieux pendant ces quelques jours ou ces quelques semaines. Et Luc, sur cette partie gestion de crise, alors je ne sais pas si vous avez déjà eu à gérer des crises cyber, mais peut-être pour ajouter un mot sur ce qui a été dit. Alors déjà, je voudrais juste revenir sur la notion de crise. Il y a crise quand la capacité de réponse devient défaillante. Donc des grands groupes comme les nôtres, on va très rarement en crise. Vous l'avez dit, une crise cyber, c'est principalement pour les grands groupes comme nous, des crises de confiance. C'est-à-dire le message que j'envoie, si je reprends l'exemple d'Almeris via Médis, on a eu beaucoup d'appels de sociétaires qui nous ont dit c'est quoi mes données qui sont parties. Donc nous, on gère plutôt ces aspects-là. On a des équipes qui sont rodées au sujet technique, donc on gère la problématique technique. Et souvent, on essaie de cloisonner, c'est-à-dire que ce n'est pas au directeur général de gérer des problématiques de crise technique. Donc, on a tout un dispositif avec des cellules de crise spécialisées, des cellules de crise de décision, des cellules de crise de communication. Donc, on est plus rodé, sachant que dans ces dispositifs, nous, on gère tous les types de crises, que ce soit de la CatNat, des problématiques sur des sites, des problématiques cyber, ainsi de suite. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même dispositif tel qu'il est. Mais la question de l'accompagnement et de savoir qui appeler, elle est au cœur du dispositif de la cyberassurance et de la gestion de crise. Pour revenir aux cyberassurances, souvent les gens avec qui on parle, ils pensent qu'on va leur payer les heures qu'ils n'ont pas travaillées, qu'on va leur payer le business qu'ils n'ont pas fait. Vous pourrez aller voir mes camarades après, mais c'est pas ça une cyberassurance, sinon ça serait beaucoup trop cher. Et puis la plupart des TPE, PME qu'on rencontre, elles nous disent, moi ce que j'ai besoin c'est d'être accompagné. Donc retenez que la gestion de crise c'est principalement de l'accompagnement. Et c'est ça qu'il faut aller chercher chez mes camarades. Eh bien, merci beaucoup. On a fait un bon tour du sujet. Je pense qu'on a répondu à la question et globalement, l'assurance cyber n'est pas suffisant. Le produit assurantiel en lui-même n'est pas suffisant aujourd'hui pour se protéger contre tous les risques cyber. Peut-être un mot de la fin sur l'approche que doivent avoir les entreprises quand on parle de cybersécurité. Alors moi, je reviendrai sur certains thèmes que l'on a abordés. Première des choses, on va parler sauvegarde. C'est le nerf de la guerre. C'est sauvegarder l'ensemble des données qui sont les données importantes et directement accessibles. Et en même temps, on n'oublie pas de restaurer. On teste si les sauvegardes ont fonctionné. La deuxième chose, on se prépare. On se prépare comment? En ayant un plan de continuité et un plan de reprise d'activité. Et on le formalise, on le grave, de manière à pouvoir l'utiliser dès que le problème se présente. Et troisième, et c'était important ce qu'a rappelé Luc, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'expliquer par l'entrée, le plat et le dessert les problèmes que l'on a pu avoir. Mais en attendant, il faut savoir communiquer parce que la crise de confiance vers les clients peut faire énormément de mal. Comme le disait Gaël, c'est tout d'un coup quelqu'un qui va aller chez un concurrent. Et on doit continuer à travailler. Si on travaille sur ces points-là et qu'on est bien accompagné au niveau technique, organisationnel et qu'on fait de la sensibilisation, normalement, on devrait réduire la surface d'attaque et ça devrait mieux se passer. Gaël, pour conclure. Alors la question était l'assurance cyber. Alors non, ça ne suffit pas, mais oui, il faut chercher à s'assurer parce qu'on va progresser forcément.
et chercher à rester assuré si on est déjà assuré, parce qu'on va demander ensuite à notre assureur de baisser notre prime. Voilà, donc oui, l'assurance cyber, c'est la bonne voie. Peut-être décentrer un petit peu le débat, étant donné que je suis le représentant de l'assurance cyber, pour dire qu'on blâme trop souvent le chef d'entreprise pour son retard à prendre ce sujet-là. Et il y a un mea culpa à faire dans 2 secteurs d'activité par manque de pédagogie, c'est celui des assureurs de proximité, courtiers, agents généraux, qui ont un énorme besoin de formation sur ce sujet cyber, qui est un risque nouveau à l'échelle d'un assureur. 15 ans de risque, c'est rien du tout pour des assureurs qui pensent le long terme. Et du côté des professionnels de l'informatique qui trop souvent se sont repliés sur leur expertise technique sans vouloir se confronter à ce risque de pérennité d'une entreprise, qui sont 2 sujets totalement différents. Notre enjeu chez Stoic, c'est de faire communiquer ces 2 univers. On essaye de le faire au quotidien pour que les assureurs apprennent à parler aux techniciens et que les techniciens apprennent à comprendre l'enjeu des assureurs. Voilà, donc c'est une conclusion pédagogique pour que les chefs d'entreprise passent à l'action. Et pour terminer, moi je dirais que la cyberassurance, c'est un outil, c'est pas une solution. Je serai un peu plus cash en disant, vous voulez garder votre poste, vous voulez garder votre boîte, passez votre permis de cybersécurité. On l'a dit, l'enjeu il est là. Et bon courage, libérez de la capacité business, libérez de l'argent et allez vous faire aider. Le salon IN, il est là, il y a plein de bonnes sociétés pour vous aider. Donc quittez la conférence et allez voir nos camarades. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps. Je ne sais pas si on peut peut-être prendre 1 ou 2 questions, s'il y en a dans le public. Une question là-bas, s'il y a un micro. Merci beaucoup. On a parlé beaucoup de risques cyber sur les entreprises. Il y a un risque cyber aussi qui est le piratage de tous les objets connectés qui sont de plus en plus nombreux. Tout ce qui peut être, notamment, je pense aux voitures connectées, qui peuvent avoir effectivement des dénis de service ou même piratage de données. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui intéresse les assureurs ou qui intéresse les plateformes qui traitent ce type de risque? Alors, je vais prendre la question. Pour le coup, nous, on a un enjeu qui est strictement B2B aujourd'hui, qui est assez peu adressé à l'utilisateur final. Notre marché est vraiment celui des PME et des ETI. En revanche, on a beaucoup de problématiques aujourd'hui liées à typiquement de la sécurité applicative sur des logiciels ou de la sécurité industrielle, l'enjeu de ce qu'on appelle l'OT dans notre jargon, donc la sécurité des outils connectés sur des lignes de production. C'est la manière qu'on a de s'y intéresser aujourd'hui, de comprendre jusqu'où un attaquant peut arriver à se répandre, parce que ça aura un impact sur notre indemnisation côté assureur. Je ne répondrai pas sur l'usage du particulier, puisque c'est un secteur qu'on maîtrise beaucoup moins. Ce qui est clair, et Gaël pourra rebondir là-dessus, c'est qu'on a une course en permanence du gendarme et du voleur sur tous les sujets de cybersécurité. Donc dès qu'une nouvelle menace émerge, nos équipes de R&D et d'ingénierie se mettent sur ce sujet-là et ont la chance d'échanger entre elles. Donc je te passe le relais, Gaël. Oui, alors sur la voiture qui se fait pirater, j'ai pas d'informations sur les assurances. On a des cas qu'on voit sur YouTube ou à la télé de temps en temps, mais ça va arriver, ça doit être un sujet qui intéresse les assureurs. Sur l'informatique industrielle, les objets connectés, on a déjà des cas qui remontent de personnes morales, de sociétés ou de collectivités qui sont assurées en cyber. S'il y a une compromission d'un système d'information, ils sont protégés par l'assurance et donc ils peuvent déclencher l'assistance en indiquant que leur ligne de fabrication est bloquée parce qu'il y a une compromission qui est passée par un objet connecté. Les expertises techniques pour faire les investigations, pour savoir par où est passé l'attaquant quand on se retrouve avec un système bloqué, peuvent parfois mettre en place des fouilles sur des téléphones Android ou sur des objets connectés qui ont été piratés et qui ont permis d'accéder à un système d'information. Ça nous arrive de le faire, de faire ce type d'investigation, parce qu'on fait des investigations quand il y a un rançongiciel pour savoir par où est passé l'attaquant, et parfois il passe par des objets connectés. Peut-être une dernière question, s'il y en a une. Oui, une question devant. Bonjour. Je vais faire un micro-retour d'expérience en 2 lignes et je vous pose la question juste derrière. Par rapport aux collègues partenaires dont vous parlez tout à l'heure, il y en a sur le salon qui est l'associé IPSI, et il y a Yann Pilpré qui faisait hier un atelier de simulation d'une cyberattaque.
Donc je vous convie tout le monde à faire ce genre de choses, car effectivement c'est hyper structurant. Je ne sais pas si ça en feront l'an prochain, mais ils doivent en faire toute l'année. Bref, voilà, je passe le message. Et sinon, pour ce qui est de la question, par rapport à la chasse aux voleurs qui est de plus en plus rapide et à l'évolution technique, si je reprends les thématiques du salon qui sont l'IA et l'environnement, comment vous voyez les impacts à votre niveau dans votre secteur de compétences, la cybersécurité? Pour l'IA, bon, je pense que tout le monde voit un petit peu ce qu'il en est, hein. Ça va de plus en plus vite de chaque côté en attaque ou en défense, mais là, si vous voulez, professionnel. Et pour ce qui est de l'environnement, là, je voyais plutôt le coût que ça peut représenter de refaire une sauvegarde, en restauration de services, etc. Mais il y a sûrement d'autres choses aussi que je ne vois pas du tout. Donc voilà, la question est assez vaste. Allez-y. Alors, je veux bien, on peut parler d'IA. Vous avez dit quelque chose qui est tout à fait intéressant. L'IA, en fait, c'est l'ennemi et c'est l'outil. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut l'utiliser aussi bien pour de mauvaises choses que de bonnes choses. Mais il faut savoir que les menaces, en fait, vont continuer à évoluer. Et quand on a un outil automatisé qui permet soit de massifier, soit de faire des choses qui sont très crédibles, qui sont réelles et qui vont impacter, eh bien, l'IA peut être l'attaquant. Maintenant, l'IA, c'est aussi quelque chose qui va permettre de comparer les événements et de se dire, ça, est-ce que ça correspond à une attaque? Et donc, on peut l'utiliser aussi en défense. Donc, ça fait partie des usages, ça s'installe dans les usages comme plein d'autres choses, comme le smartphone l'a fait quand il est arrivé. Donc, on va évoluer. Donc, les attaquants vont évoluer et les gens qui vont utiliser ces outils, eux aussi vont évoluer en termes de conscientisation et avoir une meilleure pratique. Donc, je vous dirais, l'IA, c'est bien et pas bien. En tout cas, on vit avec et ça va permettre aussi bien aux attaquants de travailler qu'aux personnes qui l'utilisent pour se défendre. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à aller les voir directement sur le salon. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous.